Par une nuit froide, une fille nommée Suzune est traînée dans une cabane par son père, car il ne supporte pas de la voir. Il regrette que Suzune soit née et prévoit de la laisser dehors toute la nuit. Mais quelques minutes plus tard, son frère Jinta sort et tente de la libérer. Cependant, il est choqué de découvrir qu'elle n'est plus là. Il court frénétiquement dans le village à sa recherche et finit par la retrouver alors qu'elle traverse un pont pour quitter le village. Il se précipite vers elle et s'excuse de ne pas avoir pu la protéger des abus de leur père, car s'il essayait, il ne ferait que s'attirer des ennuis. Suzune est née avec un œil démoniaque, et comme il s'agit du Japon féodal, elle a été étiquetée comme une enfant maudite et traitée comme un parasite sans valeur. Elle sait qu'il lui est impossible de mener une vie normale avec un œil pareil, alors elle dit à Jinta de rentrer chez lui sans elle. Jinta reste là un instant, réfléchissant à sa prochaine décision, et finit par comprendre qu'il aime sa sœur plus que le reste de la famille. Il lui prend alors la main et lui demande de s'enfuir avec lui. Ensemble, ils fuient leur ancien foyer, mais il pleut toujours, et le froid devient de plus en plus mordant. N'ayant nulle part où s'abriter, Jinta emmène Suzune dans les ruines d'un vieux bâtiment, et tous deux se blottissent l'un contre l'autre pour essayer de conserver leur chaleur corporelle. Suzune s'est déjà endormie, et Jinta est sur le point de s'évanouir lui aussi. Mais avant que cela n'arrive, il aperçoit un homme s'approcher d'eux et dire quelque chose à propos de les recueillir. Lorsqu'il se réveille, Jinta se rend compte qu'il est porté par l'homme, tandis que Suzune marche à ses côtés. L'homme est soulagé de voir que Jinta est enfin réveillé, alors il le pose à terre et ils continuent leur marche jusqu'à son village. Ce village est principalement habité par des forgerons spécialisés dans la fabrication de katanas, si bien que tout le monde est en plein travail. L'homme conduit Jinta et Suzune chez lui, et dès qu'il ouvre la porte, sa fille se précipite dehors pour l'accueillir. Elle est ravie de le revoir, mais aussi intriguée par les deux enfants qui se tiennent derrière lui. L'homme lui explique alors que Jinta et Suzune vivront désormais avec eux. Il lui demande si cela lui convient, et à sa grande surprise, elle semble enchantée par cette idée, car cela signifie qu'elle aura des amis avec qui jouer. Elle s'approche de Jinta et se présente sous le nom de Shirayuki, en espérant que tous les trois pourront bien s'entendre à l'avenir. Cette nuit-là, Jinta a du mal à trouver le sommeil, alors Motoharu lui demande s'il y a un problème. Motoharu est en train de nettoyer son épée, ce qui pousse Jinta à lui demander s'il est un samouraï. Mais Motoharu lui répond qu'il est en réalité un sentinelle, chargé de protéger des personnes et des lieux importants. Plus tard, Jinta et Suzune rejoignent Shirayuki et Shidoze au bord de la rivière. Sur le chemin du retour, Jinta demande des informations sur la mère de Shirayuki, Yokaze, qui a aidé lui et Suzune à rester dans le village. Shirayuki explique que Yokaze est une Itsuki-Heim, une prêtresse du dieu du feu, et qu'elle ne peut être vue que par le chef du village et son mari Motoharu, son sentinelle. Le lendemain, Jinta s'entraîne avec Motoharu, mais en tant que novice en combat à l'épée, il est facilement mis au sol sans que Motoharu ne transpire le moindrement. Motoharu lui dit qu'il a encore un long chemin à parcourir, mais que s'il continue de s'entraîner, il finira par devenir un maître un jour. Les années passent, et Jinta est devenu le nouveau sentinelle de la prêtresse. Il assiste donc à une réunion entre tous les officiels du village et la prêtresse du sanctuaire. Elle est cachée derrière un rideau pour que personne ne puisse la voir directement, et au début de la réunion, elle félicite Jinta pour ses excellentes compétences en extermination de démons. Il lui répond qu'il ne fait que son devoir en protégeant le village et que le dernier démon qu'il a rencontré avait essayé d'utiliser une forme humaine pour s'infiltrer dans le village. L'un des officiels commence à devenir nerveux lorsque Jinta dit cela, et les autres lui demandent s'il a une idée de la raison pour laquelle un démon voudrait s'introduire dans le village. Un officiel suggère que le démon pourrait être après la prêtresse du sanctuaire, car selon la légende, si un démon mange le foie d'une prêtresse, il deviendra immortel. Mais il pourrait aussi chercher à s'emparer de l'épée sacrée Yurei, qui a été transmise de génération en génération par les prêtresses et qui est très précieuse. Il serait donc logique que les démons la convoitent.
L'un des officiels mentionne que l'épée Yurei a été forgée par l'un des meilleurs forgerons de l'histoire et qu'on dit qu'elle possède des pouvoirs mystiques. Si les démons recherchent réellement la lame Yurei, cela pourrait causer de gros problèmes à tout le village. Alors le chef ordonne à tout le monde de rester vigilant. Mais Kiyomasa affirme qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car lui et Jinta sont chargés de protéger la prêtresse du sanctuaire. Cependant, il pense personnellement que Jinta n'est pas qualifié pour ce rôle. Jinta et Kiyomasa sont sur le point de se disputer, mais le chef et la prêtresse leur ordonnent de se taire. La réunion est maintenant terminée, et tout le monde quitte le sanctuaire, sauf Jinta, car son devoir est de veiller sur la prêtresse. Maintenant qu'ils sont seuls, la prêtresse sort de sa chambre, et il s'avère que c'est Shirayuki. Jinta lui demande ce qu'elle fait, car une prêtresse ne devrait pas se montrer aussi négligemment. Mais comme ils sont amis d'enfance, elle ne voit pas l'intérêt de telles formalités. Elle lui annonce que Suzune est là aussi, bien que le sanctuaire soit censé être interdit aux gens ordinaires, donc elle ne devrait normalement pas s'y trouver. Suzune ne semble pas avoir grandi du tout ces dernières années. Et lorsqu'il la réveille, elle est ravie de revoir son grand frère. Jinta a été tellement occupée à exterminer les démons qu'elle n'a presque jamais l'occasion de le voir. Mais bien qu'il soit heureux de la revoir, il réprimande Suzune pour être venue ici, car le sanctuaire est interdit au public. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas rendre visite à Shirayuki alors que Jinta peut la voir quand il le souhaite. Mais les règles sont les règles, alors Jinta lui ordonne de rentrer à la maison. Après le départ de Suzune, le chef revient bientôt au sanctuaire, ayant quelque chose d'important à discuter avec Shirayuki. Il demande donc à Jinta de leur laisser un peu d'intimité. Jinta refuse d'abord, car c'est son devoir de sentinelle de rester aux côtés de Shirayuki en permanence. Mais cette dernière lui accorde une journée de repos. Finalement, Jinta cède et rentre chez lui pour la journée. Pendant ce temps, à l'extérieur du village, 2 démons ont jeté leur dévolu sur Suzune à cause de son œil démoniaque. Ce soir-là, Shirayuki s'éclipse discrètement du sanctuaire et retrouve Jinta, car elle a quelque chose d'important à lui dire. Lorsque le chef est venu lui parler plus tôt, il lui a expliqué qu'elle devait se concentrer sur la naissance d'un héritier pour la remplacer au KIS, où elle serait tuée par les démons. Cela peut sembler morbide, mais le chef a raison. Alors Shirayuki doit se marier bientôt. Il a été décidé qu'elle épouserait Kiyomasa, principalement parce qu'il est le fils du chef et qu'il deviendra un jour le nouveau chef du village. Jinta ne sait pas vraiment comment réagir à cette nouvelle, et Shirayuki n'en est pas plus heureuse. Elle avoue qu'elle est amoureuse de lui, et, pour être honnête, elle est venue ici dans l'intention de lui demander de s'enfuir avec elle pour commencer une nouvelle vie. Mais elle sait qu'il n'accepterait jamais. Jinta a prêté serment de protéger ce village et a passé des années à s'entraîner pour devenir assez fort pour le défendre. Shirayuki a fait le même serment en devenant la prêtresse du sanctuaire. S'ils fuyaient maintenant, ce serait un affront à tout ce pour quoi ils ont travaillé si dur. Le temps passe et Jinta est à nouveau convoqué à une réunion où on l'informe qu'un démon a été aperçu dans la forêt. Il est chargé de l'exterminer et se prépare aussitôt à partir. Cependant, avant qu'il ne puisse quitter le village, Kiyomasa l'arrête. Il sait que Jinta a forcément entendu parler du mariage prévu entre Shirayuki et lui, alors il ne comprend pas pourquoi Jinta fait comme si cela ne l'affectait pas. Jinta lui dit qu'il n'y a rien à se soucier, car les seules choses qui comptent pour lui sont la sécurité de la prêtresse et du village. Le plus étrange dans cette situation, c'est que Kiyomasa ne cherche même pas à se vanter d'épouser Shirayuki. Il sait que Jinta est amoureux de Shirayuki et qu'elle l'aime aussi, donc ça lui semble juste dérangeant de l'épouser. Mais Jinta a déjà pris sa décision, alors il quitte le village pour accomplir sa mission. Une fois dans la forêt, Jinta est soudainement attaqué par le démon massif. Avant que le combat ne commence, il demande au démon s'il est seul, car le rapport disait qu'il y avait 2 démons dans les environs. Et le démon massif explique que son partenaire avait des affaires à régler dans le village. Cela ne sonne pas bien, mais Jinta va devoir d'abord gérer ce démon avant de revenir pour s'occuper du second. Il se précipite en avant, et d'un coup puissant,
Il parvient à trancher l'un des bras du démon, mais ce dernier continue d'attaquer, et Jinta est forcé de reculer. Le démon ramasse sa main tranchée, et il n'est même pas contrarié de l'avoir perdue. Il est juste impressionné que Jinta ait été assez habile pour la couper. Pendant ce temps, dans le village, Suzune se retrouve face au démon Badi, et elle est absolument terrifiée. Le démon lui dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, car Suzune est un démon tout comme lui. Mais Suzune refuse de le croire. Le démon jette un regard à Suzune et comprend que son amour pour Jinta l'empêche de devenir un démon à part entière. Elle trouve cela oppressant, car Jinta a dû entourer Suzune d'un amour et d'une affection constants pour faire d'elle une si bonne personne. Suzune aime Jinta de tout son cœur, alors entendre le démon louer Jinta la rassure. Maintenant que Suzune n'a plus peur d'elle, le démon tente de la convaincre d'utiliser ses pouvoirs pour l'aider. Elle lui promet même qu'elle ne lui fera aucun mal, et tout le monde sait que les démons ne peuvent pas mentir. Donc Suzune peut lui faire confiance. Cependant, Suzune rejette son offre, car il y a une chance que les démons fassent du mal à Jinta. La démone ne peut pas nier cette possibilité, alors elle tente une autre approche et lui montre une vision. Dans cette vision, on voit Shirayuki en train de se déshabiller et de se préparer à se donner à quelqu'un dans le sanctuaire. Voir cette scène rend Suzune malade, non pas à cause de l'acte en lui-même, mais parce que ce n'est pas Jinta qui est avec Shirayuki. Elle demande au démon si ce qu'elle a vu est réel, et celle-ci lui explique que son pouvoir lui permet de voir l'avenir. Elle peut aussi partager ses visions avec d'autres, ce que Suzune vient d'expérimenter. Mais si elle ne la croit toujours pas, elle est prête à l'emmener immédiatement au sanctuaire pour qu'elle puisse voir la scène de ses propres yeux. Pendant ce temps, Jinta est toujours en train de combattre le démon massif. Mais avant que le combat ne reprenne, il veut savoir pourquoi les démons attaquent les humains en premier lieu. Le démon explique que c'est simplement son but dans la vie. Les démons ne sont pas obligés de tuer les humains, mais chacun d'eux a un but précis qu'il doit accomplir. Et en ce moment, le but du démon massif est de retenir Jikan. Bulk possède le pouvoir d'assimilation, ce qui lui permet d'acquérir les capacités des autres démons en les dévorant, allant même jusqu'à modifier son corps à volonté. Jikan ne peut pas se permettre d'hésiter, alors il fonce en avant, déterminé à éliminer Bulk une bonne fois pour toutes. Cependant, il se fait immédiatement arracher un bras d'un coup de poing. Lorsqu'il tente de trancher la gorge de Bulk, ce dernier brise son épée avec ses dents. Tout porte à croire que Jikan est un homme mort. Mais au dernier instant, il tend la main en arrière et attrape un fragment de son épée brisée. Il plonge alors le morceau de lame profondément dans le cœur de Bulk avant que celui-ci ne puisse riposter. Et ainsi, Jikan en sort vainqueur. Bulk accepte sa défaite et contre toute attente, il est heureux, car cela signifie qu'il a accompli son but. Il explique que l'autre démon qui l'accompagnait possède le pouvoir de prémonition et qu'elle l'a utilisé pour voir très loin dans le futur, 170 ans exactement. Selon sa vision, le démon le plus puissant de tous les temps vit ici, ce qui est la raison de leur venue en premier lieu. Dès que Bulk mentionne qu'un démon vit dans le village, Jikan réalise qu'il doit parler de Suzune. Mais avant qu'il puisse réagir, Bulk lui dit qu'il va lui offrir un cadeau pour le féliciter de sa victoire. Une seconde après, le bras tranché de Bulk saisit la tête de Jikan et commence à l'écraser jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Pendant ce temps, au sanctuaire, Kiyomasa est sur Shirayuki. Tout ce qu'il a à faire, c'est lui faire un enfant, alors il espère en finir une bonne fois pour toutes. Et puisque Jikan est en mission, c'est le moment idéal. Sinon, Jikan devrait rester dehors et entendre les bruits de Shirayuki, et Kiyomasa se sentirait déjà suffisamment coupable à ce sujet. Cependant, avant que quoi que ce soit ne se passe, la démoniaque jeune fille déchire les rideaux pour montrer à Suzune ce qui se passe, et cette dernière est absolument dévastée. Au même moment, Jinta se réveille dans la forêt, et pour une raison inconnue, son bras manquant a été restauré. Mais il n'a pas le temps de s'attarder sur ce mystère, car Suzune pourrait être en danger, alors il se met à courir en direction du village. Pendant ce temps,
Suzune essaie encore de comprendre ce qu'elle vient de voir. C'était insupportable de voir Jinta amoureux de Shirayuki, mais Suzune était prête à l'accepter tant que Jinta était heureux. Elle était même allée jusqu'à empêcher son propre corps de grandir pour ne pas se mettre en travers de la relation entre Jinta et Shirayuki. Mais maintenant, elle découvre que Shirayuki va épouser un autre homme. C'en est trop. Suzune craque et sombre dans la folie. Elle est furieuse que Shirayuki trahisse l'amour de Jinta, et après quelques paroles suggestives de la part de la démone, Suzune prend une décision radicale. Elle va la tuer. Son pouvoir démoniaque s'éveille soudainement, et une fumée noire envahit toute la pièce tandis que Suzune prend une forme adulte. Kiyomasa saisit l'épée légendaire et tente d'attaquer Suzune, mais la démone l'assomme avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Elle traîne ensuite le corps de Kiyomasa à l'extérieur, ayant quelque chose en tête, laissant Shirayuki seul face à Suzune. Jinta arrive enfin au sanctuaire et trouve Shirayuki encore en vie. Elle se précipite dans ses bras, mais une seconde plus tard, sa tête est tranchée par Suzune. Jinta reste figé sous le choc, incapable de réagir face à ce qu'il vient de voir. Un instant plus tard, Suzune apparaît derrière lui, tenant la tête de Shirayuki dans ses mains. Jinta demande à Suzune pourquoi elle a fait une chose pareille. Suzu commence alors à expliquer toute l'histoire du mariage de Shirayuki avec un autre homme, mais Jinta le savait déjà. Et même s'il ne l'avait pas su, cela ne lui donnait pas le droit de tuer Shirayuki. Kiyomasa comprend alors que la Suzune qu'il connaissait autrefois n'existe plus. Avec la mort de Shirayuki, il ne lui reste plus rien, si ce n'est la haine. Le bras démoniaque commence à s'intégrer au reste de son corps, transformant Jinta. Désormais, il regarde Suzune avec un mépris absolu. Elle ne comprend pas pourquoi il la regarde ainsi, comme s'il la haïssait, alors qu'elle n'a fait que tout cela pour le rendre heureux. Elle en conclut que Jinta va l'abandonner, comme tout le monde l'a fait avant lui. Face à cette idée insupportable, elle décide de le tuer. Cependant, lorsqu'elle lui plante sa lame dans le ventre, elle réalise que cela ne lui a presque rien fait. En retour, Jinta lui enfonce son poing en pleine poitrine, lui transperçant le corps. Suzune parvient malgré tout à survivre à ce coup dévastateur. Alors que Jinta s'apprête à l'achever, la démone s'interpose au dernier moment et se sacrifie pour sauver Suzune. Avant de mourir, elle dit à Suzune de fuir pendant qu'elle en a encore l'occasion. Suzune commence alors à s'éloigner, mais avant de partir, elle lance un dernier regard à Jinta et lui dit qu'elle n'a plus rien dans ce monde. Peu importe le temps que cela prendra, elle détruira tout. Et lorsque le dernier jour arrivera, elle reviendra pour le tuer, pour l'avoir trahi. Dans les années 1850, Jinta, désormais connu sous le nom de Jinya, s'était forgé une excellente réputation en tant que chasseur de démons. Un jour, il est donc convoqué par un homme riche pour une mission spéciale. L'homme présente Jinya à son assistant, Zenji, et lui dit qu'il peut demander à Zenji tous les détails supplémentaires concernant le travail. Il se lève ensuite et quitte la pièce. Zenji salue alors Jinya et lui demande ce qu'il sait déjà. L'homme a déjà parlé à Jinya de sa fille bien-aimée, Natsu, et de son souhait que Jinta la protège d'un démon qui serait récemment apparu. Mais l'histoire est un peu plus compliquée. En gros, Jinya va travailler comme garde du corps de Natsu, car depuis qu'elle a eu 13 ans, elle affirme entendre un démon à l'extérieur de sa chambre. Le démon répète sans cesse des phrases comme « Rends-moi ma fille », ce qui terrifie Natsu, qui a peur d'être enlevée par lui. En parlant de Natsu, elle fait soudainement irruption dans la pièce à la recherche de Zenji. Elle remarque Jinya assis là et suppose qu'il s'agit du garde du corps que son père a dit vouloir engager. Mais lorsque Jinya essaie de se présenter, elle le coupe immédiatement. Elle ne veut rien avoir à faire avec lui et lui ordonne de partir sur le champ, persuadée qu'il n'est qu'un escroc prétendant être un chasseur de démons. Zenji essaie de la convaincre que Jinya est un véritable chasseur de démons, expliquant que son père a fait de gros efforts pour le trouver. Mais Natsu refuse d'écouter et exige que Zenji mette Jinya dehors. Plus tard dans la nuit, Natsu est assise dans son lit, encore effrayée à l'idée que le démon revienne. Zenji arrive alors et s'installe devant sa porte pour la rassurer.
Avoir Jinya aurait probablement été mieux, mais puisque Natsu l'a chassé, c'est Zenji qui doit jouer le rôle de garde du corps à sa place. Il n'est pas sûr d'être très utile en CAS de combat contre un démon, mais si cela peut l'aider à se sentir en sécurité, il lui promet de monter la garde jusqu'au matin pour qu'elle puisse dormir. Natsu est heureuse que Zenji soit venu la protéger, mais il doute tout de même qu'un démon apparaisse vraiment. Natsu est déçu d'entendre que Zenji ne la croit pas entièrement. C'était pareil avec son père, d'ailleurs. Sinon, pourquoi aurait-il engagé un samouraï douteux pour tuer un démon ? Zenji ne peut pas affirmer avec certitude que le père de Natsu croit en l'existence des démons, mais il peut lui garantir qu'il prend la situation très au sérieux. Il tient profondément à elle, même s'ils ne sont pas liés par le sang. À ce moment-là, Natsu entend à nouveau la voix du démon, ce qui lui donne des frissons dans tout le corps. Elle supplie Zenji de l'aider, mais lorsqu'il voit lui aussi le démon, il est tout aussi terrifié qu'elle. Il dit à Natsu de rester dans sa chambre pendant qu'il s'occupe de la situation, même s'il n'a aucune idée de comment vaincre cette créature. Juste avant que le démon ne puisse mettre la main sur Zenji, son bras est soudainement tranché par Jinya. Jinya demande d'abord au démon de s'identifier, mais comme il ne répond pas, il décide de le couper en deux d'un seul coup d'épée. Le démon s'effondre au sol et se désintègre en une fumée noire, ce qui signifie que Zenji et Natsu sont en sécurité. Pour l'instant. Natsu reconnaît Jinya comme le samouraï qu'elle avait mis dehors plus tôt dans la journée. Il se retourne alors et lui demande si elle pense toujours qu'il est un escroc. Natsu lui demande si le démon est mort, mais le tuer n'est pas aussi simple. D'après l'expérience de Jinya, les démons ne meurent véritablement que lorsqu'ils se transforment en brume blanche. Et comme celui-ci s'est changé en brume noire, cela signifie qu'il reviendra à coup sûr. Le lendemain matin, Zenji remercie officiellement Jinya de les avoir sauvés la nuit précédente. Et puisque le démon va revenir, il lui demande de rester une nuit de plus. Jinya répond qu'il serait ravi d'aider, mais il a quelques questions à poser à propos de Natsu. Depuis qu'il a entendu le démon dire « Rends-moi ma fille », il se demande s'il y a une histoire derrière tout ça. Zenji explique que les parents biologiques de Natsu faisaient partie de la famille élargie du patron, mais qu'ils sont décédés il y a quelque temps. Le patron a donc recueilli Natsu et l'a élevée comme sa propre fille. Et, au cas où Jinya aurait des doutes, Zenji lui assure qu'il est absolument impossible que Natsu soit un enfant démoniaque. Car si c'était le Sias, jamais le patron n'aurait envisagé de l'adopter. La femme du patron a été tuée par des démons, et par la suite, son fils s'est enfui et n'a plus jamais été revu. Le patron tient les démons pour responsables de la perte de sa famille, et il les déteste de tout son être. Plus tard dans la soirée, Natsu dîne avec son père, qui lui demande si tout se passe bien avec son nouveau garde du corps. Au début, elle était un peu sceptique à propos de Jinya, mais après l'avoir vu à l'œuvre, elle est certaine qu'il est authentique. Même si Natsu est curieuse de savoir pourquoi son père a choisi précisément Jinya, il lui explique qu'il y a eu récemment des rumeurs de démons rôdant autour d'Eda. Mais en même temps, d'autres rumeurs parlent d'un homme capable de terrasser n'importe quel démon d'un seul coup d'épée, du moment qu'il est payé. Le père de Natsu a personnellement vérifié ces rumeurs, donc il savait qu'il n'y aurait pas de meilleure personne à engager comme garde du corps pour sa fille. Natsu est heureuse d'apprendre que son père l'a réellement prise au sérieux lorsqu'elle lui a parlé du démon, car son amour est tout, ce qui compte pour elle. Natsu a été très heureuse depuis que Juzo l'a adoptée, mais en même temps, elle est constamment tourmentée par toutes les rumeurs méchantes que les gens colportent à son sujet. Plus tard dans la nuit, Zenji et Jinya sont assis devant la chambre de Natsu, comme prévu, lorsque celle-ci sort soudainement et demande à Jinya de lui dire son nom, car elle ne l'avait pas laissé se présenter auparavant. Son père semble avoir beaucoup d'estime pour lui, alors elle a décidé qu'elle allait, elle aussi, lui accorder sa confiance. Jinya remarque que Natsu est très attachée à son père adoptif, Juzo, mais c'est normal. Il l'a recueillie et lui a offert un foyer, et elle lui en est profondément reconnaissante. Puisqu'ils sont sur le sujet, Jinya lui demande s'il est vrai que Juzo avait un fils qui s'est perdu, selon une rumeur qu'il a entendue. Mais dès qu'il aborde le sujet,
Natsu s'écrie qu'elle n'en sait rien. C'est clairement un sujet sensible pour elle, alors Jinya décide de ne pas insister pour ne pas la blesser davantage. Natsu lui demande ensuite s'il est possible qu'un humain et un démon aient un enfant ensemble. Jinya lui répond que oui, alors Natsu commence à se demander si elle pourrait vraiment être la fille du démon qui ne cesse de les attaquer. Mais Jinya la rassure en lui affirmant qu'elle n'a aucun lien avec ce démon. Natsu lui demande comment il peut en être aussi sûr, et Jinya lui explique qu'il a un certain passif avec ce démon. Il sait donc que ce n'est pas la mère de Natsu. Dans ce monde, il existe plusieurs façons pour un démon de naître. Un démon peut naître de deux parents démons, d'un démon et d'un humain, ou, dans de rares séas, apparaître spontanément, à partir de rien. Les démons comme celui-ci naissent de l'essence des émotions fortes, surtout des émotions négatives. Lorsque ces sentiments s'accumulent chez une personne, ils peuvent parfois prendre la forme d'un démon, comme celui-là. Natsu commence à paniquer en voyant à nouveau le démon, alors Jinya s'avance tranquillement vers lui et lui demande de décliner son nom. Mais le démon ne semble pas assez intelligent pour comprendre ce que Jinya lui dit. Alors qu'il se jette sur lui, Jinya lui donne une gifle en pleine figure et le plaque au sol. Zenji presse Jinya de tuer le démon immédiatement, mais celui-ci répond que s'il le fait, il reviendra encore et encore. Natsu lui demande pourquoi, alors Jinya lui explique que c'est ses émotions à elle qui ont donné naissance à ce démon. Le démon est apparu en réaction à la croyance de Natsu que provoquer des problèmes forcerait son père à lui accorder plus d'attention. Natsu refuse d'y croire dans un premier temps, mais tout ce que dit Jinya semble parfaitement logique. Elle voulait que quelque chose pousse son père à la traiter comme une vraie fille. Et tout à coup, un monstre est apparu pour que ce souhait se réalise. Jinya lui dit que la seule façon de faire disparaître ce démon pour de bon, c'est qu'elle reprenne le contrôle de ses émotions. Mais Natsu ne sait pas comment elle est censée y parvenir. Jinya lui explique qu'elle doit simplement accepter ce qu'elle ressent et, avec sincérité, lui demander de terrasser le démon. Natsu réfléchit un instant et comprend que tout ce qu'elle a toujours voulu, c'était être aimée par Juzo comme sa fille. Mais elle pensait qu'il ne l'aimait pas de cette manière. C'est pour cela qu'elle a fini par croire que si elle était attaquée par un démon, alors peut-être qu'il commencerait à l'aimer davantage. Et maintenant, toutes ses émotions laides se sont matérialisées devant elle. En un sens, ce démon, c'est elle. Mais Zenji lui dit de ne pas penser comme ça. Ce démon est peut-être né de ses émotions, mais ce n'est pas ce qui importe maintenant. Zenji sait que Juzo aime Natsu plus que tout au monde, et que Natsu l'aime tout autant, mais qu'aucun des deux ne sait vraiment comment l'exprimer. Elle devra apprendre à exprimer ses sentiments de manière plus honnête à partir de maintenant, mais Zenji lui jure qu'il sera toujours là pour l'aider à y parvenir. Ces mots donnent à Natsu la force de lâcher prise, de se libérer enfin du doute et de la haine d'elle-même qui ont donné naissance au démon. Elle dit alors à Jinya de le tuer une bonne fois pour toutes. Aussitôt ces mots prononcés, Jinya dégaine son épée et tranche le démon en deux. Cette fois, le corps du démon se dissipe dans une brume blanche, ce qui confirme à Jinya qu'il ne reviendra plus jamais. Cependant, plus tard dans la nuit, après que Natsu soit retourné se coucher, le corps du démon commence à se rematérialiser. Jinya s'attendait à ce genre de phénomène, car si le démon avait véritablement été formé uniquement à partir des émotions négatives de Natsu, il aurait cessé d'exister dès qu'elle avait pris la décision de les laisser partir. Cela signifie que les émotions d'une autre personne se sont mêlées à celles du démon. Et autant que Jinya en sait, il n'y a qu'une seule autre personne dans cette région ayant le potentiel de devenir un démon. Et c'est la défunte femme de Juzo. Avec les émotions négatives de Natsu dissipées, le démon a du mal à maintenir sa forme, mais la fille qu'il appelle à l'aide n'est pas Natsu, c'est Suzu. Cela signifie que Jinya est le fils disparu de Juzo et que ce démon est la mère de Jinya et de Suzu. Zenji demande pourquoi Juzo ne vient pas remercier Jinya aussi, mais Juzo ne voit aucune raison de le faire, car dès que Jinya est arrivé, il savait qu'il serait capable de mener à bien la mission. Zenji se demande pourquoi Juzo aurait autant de foi en un simple chasseur de démons,
Mais Juzo répond qu'il est tout à fait normal pour un parent de croire en son enfant. Les autres doivent encore découvrir que Jinya est le fils de Juzo, et Juzo n'a pas l'intention de leur expliquer. Alors il dit à Zenji de retourner travailler, sinon il sera rétrogradé. Zenji ne veut pas ça, alors il part faire son travail, et Juzo commence à partir aussi. Mais avant qu'il ne s'éloigne, Natsu a quelque chose à lui dire. Elle lui demande s'il y a quelque chose qu'elle puisse faire pour l'aider, mais Juzo est curieux de savoir pourquoi elle demande ça. Elle lui explique que Jinya lui a dit qu'elle devrait lui rendre service pour sa gentillesse, et Juzo est heureux de savoir que Jinya le considère toujours comme une bonne personne. Mais il dit à Natsu qu'elle n'a pas besoin de se soucier de lui rendre quoi que ce soit, car la meilleure façon qu'un enfant puisse rendre heureux son parent, c'est en vivant une vie longue et heureuse. Zenji demande pourquoi Juzo ne vient pas remercier Jinya aussi, mais Juzo ne voit aucune raison de le faire, car dès que Jinya est arrivé, il savait qu'il serait capable de mener à bien la mission. Zenji se demande pourquoi Juzo aurait autant de foi en un simple chasseur de démons, mais Juzo répond qu'il est tout à fait normal pour un parent de croire en son enfant. Les autres doivent encore découvrir que Jinya est le fils de Juzo, et Juzo n'a pas l'intention de leur expliquer. Alors il dit à Zenji de retourner travailler, sinon il sera rétrogradé. Zenji ne veut pas ça, alors il part faire son travail, et Juzo commence à partir aussi. Mais avant qu'il ne s'éloigne, Natsu a quelque chose à lui dire. Elle lui demande s'il y a quelque chose qu'elle puisse faire pour l'aider, mais Juzo est curieux de savoir pourquoi elle demande ça. Elle lui explique que Jinya lui a dit qu'elle devrait lui rendre service pour sa gentillesse, et Juzo est heureux de savoir que Jinya le considère toujours comme une bonne personne. Mais il dit à Natsu qu'elle n'a pas besoin de se soucier de lui rendre quoi que ce soit, car la meilleure façon qu'un enfant puisse rendre heureux son parent, c'est en vivant une vie longue et heureuse. Nous faisons maintenant un bond dans le temps jusqu'à l'année 1853. Dans un petit restaurant, le cuisinier râlait à propos des navires étrangers qui devenaient de plus en plus agressifs le long des côtes japonaises, tandis que l'empereur ne faisait rien pour y remédier. Une serveuse à proximité écoutait en silence, sans dire un mot, avant de prendre un plat pour le servir à Jinya, qui attendait à sa table. Le propriétaire félicita Ofu pour son travail acharné et mentionna qu'il y avait des rumeurs sur un tueur en série en liberté, ce qui le rendait très inquiet pour la sécurité de sa fille. Tout ce qu'il voulait, c'était que l'empereur arrête de fixer le plafond et fasse enfin quelque chose. Jinya pensa qu'il serait sage pour l'homme de faire attention à ses paroles, et le propriétaire admit qu'il serait dommage de voir son restaurant brûler après seulement 10 jours d'ouverture. Au moins, ajouta-t-il, il avait réussi à acheter l'endroit et tout l'équipement pour presque rien à l'ancien propriétaire. Sur ces l'homme s'assit à la table avec son seul client, curieux de connaître ses goûts, car presque personne ne venait dans le restaurant, et pourtant, Jinya était venu chaque jour depuis 5 jours. Ofu avertit son père qu'il risquait de faire fuir leur seul client fidèle, mais le cuisinier ne voyait aucun problème dans ce qu'il avait dit. En fait, il demanda ce que le jeune homme pensait des soba. Jinya répondit que ce n'était pas mauvais du tout, bien que plutôt simple. Le propriétaire rit de l'honnêteté du jeune homme et admit qu'il était devenu cuisinier plus par passion que par réel talent. Alors Jinya demanda dans ce cas pourquoi avoir ouvert un endroit comme celui-ci. L'homme répondit que c'était compliqué, chacun porte un fardeau, et à en juger par l'air de Jinya, il devina que son passé n'avait pas été très tendre non plus. Jinya acquiesça en silence. Après le repas, le propriétaire accepta un paiement de 16 mons et fit remarquer que le jeune homme semblait avoir pas mal d'argent pour un ronin. Curieux, il lui demanda comment il gagnait sa vie. Le visage impassible, le client répondit qu'il tuait des démons pour de l'argent. Le cuisinier éclata de rire, pensant que c'était une blague. Jinya se contenta d'un hochement de tête et se leva pour partir. Mais avant qu'il ne puisse s'éloigner, le propriétaire saisit l'occasion pour revenir sur le sujet des démons. Il expliqua que le tueur qu'il avait mentionné plus tôt était réputé ne pas utiliser d'épée du tout. Chaque corps de victime avait été retrouvé mutilé, et de plus, le nombre de cadavres ne correspondait pas au nombre de personnes récemment portées disparues. Il était possible que le tueur ait trouvé un moyen de faire disparaître les corps.
Ce petit détail avait convaincu certains que le meurtrier pouvait en réalité être un démon. Jinya demanda où ce tueur avait été aperçu pour la dernière fois. Le cuisinier se souvint que c'était quelque part autour d'Edobashi. Afu intervint en disant que toute cette histoire était suffisante pour effrayer n'importe qui, et elle supplia le jeune homme d'être prudent en se promenant, surtout la nuit. Jinya répondit qu'il était trop vieux pour les leçons sur le fait de rester dehors après la tombée de la nuit, ce à quoi elle répliqua que le simple fait qu'il ressente le besoin d'agir comme un adulte prouvait justement qu'il n'était pas encore aussi mûr qu'il le pensait. Plus tard cette nuit-là, alors que la lune brillait haut dans le ciel, le Ronin attendait patiemment sur un quai à Edobashi, espérant que le soi-disant démon se montrerait. Mais, comme c'est souvent le kias dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère. Alors il se retourna finalement pour partir. C'est alors qu'une femme poussa un cri. Jinya courut dans la direction du son et arriva au pont Shianbashi, seulement pour être confronté à une scène grotesque. 3 hommes morts gisaient dans l'obscurité. Il tourna la tête de gauche à droite, scrutant la zone à la recherche du coupable, mais les lieux étaient déserts. Il s'accroupit près des corps, examinant la façon dont ils avaient été tués. Ce qui le frappa en premier, c'est que les 3 victimes étaient des hommes, alors que le cri qu'il avait entendu était clairement celui d'une femme. Sans avertissement, une entaille lui trancha l'abdomen, mais il n'y avait personne. Puis, des pas invisibles foncèrent vers lui. Jinya se prépara juste à temps, bloquant un coup porté par un assaillant invisible. Il fut ensuite touché de nouveau, cette fois par une coupure plus profonde dans le dos. L'ennemi invisible recula. Jinya, ensanglanté mais toujours debout, murmura que ce démon avait une capacité plutôt intéressante. Heureusement pour lui, il n'y avait aucun survivant, car à présent, prenant lui-même une forme démoniaque, Jinya n'avait plus besoin de se retenir. Il expliqua que le tueur qu'il avait mentionné plus tôt était réputé ne pas utiliser d'épée du tout. Chaque corps de victime avait été retrouvé mutilé, et de plus, le nombre de cadavres ne correspondait pas au nombre de personnes récemment portées disparues. Il était possible que le tueur ait trouvé un moyen de faire disparaître les corps. Ce petit détail avait convaincu certains que le meurtrier pouvait en réalité être un démon. Jinya demanda où ce tueur avait été aperçu pour la dernière fois. Le cuisinier se souvint que c'était quelque part autour d'Edobashi. Afu intervint en disant que toute cette histoire était suffisante pour effrayer n'importe qui, et elle supplia le jeune homme d'être prudent en se promenant, surtout la nuit. Jinya répondit qu'il était trop vieux pour les leçons sur le fait de rester dehors après la tombée de la nuit, ce à quoi elle répliqua que le simple fait qu'il ressente le besoin d'agir comme un adulte prouvait justement qu'il n'était pas encore aussi mûr qu'il le pensait. Plus tard cette nuit-là, alors que la lune brillait haut dans le ciel, le Ronin attendait patiemment sur un quai à Edobashi, espérant que le soi-disant démon se montrerait. Mais, comme c'est souvent le kia dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère. Alors il se retourna finalement pour partir. C'est alors qu'une femme poussa un cri. Jinya courut dans la direction du son et arriva au pont Shianbashi, seulement pour être confronté à une scène grotesque. 3 hommes morts gisaient dans l'obscurité. Il tourna la tête de gauche à droite, scrutant la zone à la recherche du coupable, mais les lieux étaient déserts. Il s'accroupit près des corps, examinant la façon dont ils avaient été tués. Ce qui le frappa en premier, c'est que les 3 victimes étaient des hommes, alors que le cri qu'il avait entendu était clairement celui d'une femme. Sans avertissement, une entaille lui trancha l'abdomen, mais il n'y avait personne. Puis, des pas invisibles foncèrent vers lui. Jinya se prépara juste à temps, bloquant un coup porté par un assaillant invisible. Il fut ensuite touché de nouveau, cette fois par une coupure plus profonde dans le dos. L'ennemi invisible recula. Jinya, ensanglanté mais toujours debout, murmura que ce démon avait une capacité plutôt intéressante. Heureusement pour lui, il n'y avait aucun survivant, car à présent, prenant lui-même une forme démoniaque, Jinya n'avait plus besoin de se retenir. C'est à ce moment-là que Mozuki révèle que le tueur ne tue que les hommes sur place. Il enlève les femmes. Il le sait parce que sa propre femme, Etsu, a été enlevée par ce monstre. C'était une femme au grand cœur qui, même en sachant que son mari était un démon, ne cessa jamais de l'aimer. Mais elle disparut sans laisser de traces il y a 1 mois, et 10 jours plus tard, son corps fut retrouvé près de la rivière Kander, S.I.'s blessure, montrait clairement qu'elle avait été atrocement violée. Etsu ne méritait pas ça. Elle était chaleureuse, s'entendait avec tout le monde.
Elle avait même réussi à aimer un démon comme Mosuk. Il ne portait pas une apparence humaine par admiration pour les humains. Il le faisait uniquement pour pouvoir l'aimer en retour. Et pourtant, à la fin, il ne restait que la haine envers le monstre qui lui avait arraché la vie d'une manière aussi cruelle et perverse. C'est pourquoi Mosuk veut se venger de ses propres mains. Cela dit, il demande à Genya de rester en dehors de tout ça. Ce criminel tombera sous son épée. Malgré cela, Genya refuse de se retirer. Tuer des démons, c'est son métier. Voyant que Genya ne changera pas d'avis, Mosuk propose qu'ils se séparent pour rechercher le tueur dans différentes parties de la ville, tout en restant en contact et en partageant leurs découvertes. Quoi qu'il en soit, il espère que Genya aura la décence de le laisser achever cette affaire lui-même. Genya lui demande alors si la vengeance est vraiment ce qu'il veut. Non pas parce qu'il doute de ses intentions, mais parce que le tueur soit humain ou démon, cela ne changera pas le poids que Mosuk portera jusqu'à la fin de sa vie. Mosuk répond simplement par quelque chose pour lequel les démons sont connus. Ils ne mentent pas, même pas entre eux. Sur ce, les deux se mettent à travailler ensemble sur l'enquête sans perdre une seconde. Jour après jour, ils partent en quête de réponses. De quoi que ce soit qui puisse les mener à celui responsable des disparitions et des meurtres. Malgré tous leurs efforts, au fil du temps, ils n'ont toujours rien appris sur le tueur. Après une longue et épuisante nuit de recherche, ils décident de mettre fin à leur quête pour la journée et retournent chez Masuk. Entre deux gorgées d'alcool, l'hôte demande pourquoi Genya chasse ses propres semblables. Genya répond que c'est essentiellement pour l'argent. Il n'y a pas beaucoup d'humains dans le pays qui n'aient pas de haine envers les démons et qui ne paieraient pas une belle somme pour les voir morts. Masuk sait que cet homme ne fait rien sans une bonne raison. Il ne jugera jamais les intentions de Genya, surtout en buvant avec l'argent sale de l'homme. Cela dit, quelque chose d'inhabituel se produit. Genya, ou plutôt l'ancien Jinta, éclate de rire à la blague. Masuk demande alors s'il y a une autre raison derrière tout cela. Le Ronin explique qu'il le fait pour gagner du pouvoir, car il a fait de sa mission de vie l'arrêt d'un certain démon. Masuk demande s'il veut dire tuer. Genya répond qu'il était autrefois humain, mais avoir vu la femme qu'il aimait se faire tuer par un démon, c'est ce qui l'a transformé en ce qu'il est aujourd'hui. Depuis ce jour-là, tuer les démons qui menacent les humains lui est devenu une seconde nature. Cependant, Genya ne répond pas directement à la question. Alors Masuk insiste. A-t-il vraiment l'intention de tuer ce monstre? Soudain, l'esprit de Genya est envahi par le souvenir de la journée qu'il a passée au sanctuaire avec sa sœur. Il dit qu'il ne prendra aucune décision avant que leurs chemins ne se croisent à nouveau, mais qu'il aura besoin de pouvoir, quoi qu'il arrive. Après s'être ouvert, Genya retourne la question. Que fera Masuk une fois qu'il aura vengé sa femme? La réponse est franche. Rien. Pour être honnête, une autre raison pour laquelle il a choisi de devenir humain est qu'il déteste la violence. Il ne veut pas être chassé par les humains et il ne veut pas non plus se battre contre les siens. Tout ce qu'il veut, c'est mener une vie tranquille, et puisque cela ne peut pas se faire aux côtés de sa femme, il espère au moins trouver la paix en acceptant que ce voyage soit désormais solitaire, même si Etsu ne quitte jamais son esprit. Ému, Genya se rappelle que Masuk avait dit plus tôt qu'il ne semblait pas être le genre de personne à faire quoi que ce soit sans une bonne raison. Mais peut-être que Mosuk ne devrait pas le considérer aussi hautement, car la dure réalité est que Genya est complètement consumé par la haine qu'il ressent pour sa propre sœur. Le lendemain, l'ancien sentinelle du village de Kodono retourne à son endroit préféré de Soba. Ofu lui demande s'il a capturé le criminel, mais Genya ne se souvient pas lui avoir jamais dit qu'il poursuivait quelqu'un. Elle lui répond qu'il l'a un peu révélé quand il a dit que son travail consistait à tuer des démons. Pris au dépourvu, il admet qu'il n'a pas eu beaucoup de chance ces derniers temps. Le cuisinier plaisante en disant que les temps sont durs pour tout le monde en ce moment. Changeant de sujet, Genya dit qu'une serveuse gentille comme Ofu devrait avoir une file d'attente de clients devant la porte. C'est juste dommage que tout le monde à Ito semble être à court de temps et d'argent ces jours-ci. Son père intervient et demande à Genya s'il pense vraiment qu'elle a du talent. Il ajoute que 8 personnes sur 10 diraient probablement la même chose. Fier, le père aime ce qu'il entend et essaie même de pousser le sabreur vers sa fille, en disant qu'elle n'a jamais eu de vraies relations dans sa vie. Mais la jeune fille prend rapidement la parole. Elle dit qu'un jour, elle quittera le foyer quand elle sera prête, mais pour l'instant, elle veut juste être la fille de son père.
Elle s'excuse si cela rend les choses gênantes, mais Jinya balaie cela d'un geste. En fait, il pense que son père est un homme bien. Sur le même sujet, elle demande doucement, ne voulant pas s'immiscer, si Jinya pense la même chose de son propre père. Le sabreur explique qu'il a une petite sœur nommée Suzyun et que leur père la battait constamment en lui disant qu'elle ne faisait pas partie de la famille. Alors un jour, Jinya a pris Suzyun et ils ont fui très loin de chez eux. Ils n'étaient que des enfants à l'époque. Ofu demande s'il déteste son père. Il répond non. Pour être honnête, il comprend ce que son père ressentait, sauf pour une chose. Les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Juste avant le crépuscule, les deux enquêteurs se rencontrent pour échanger des nouvelles. Mais jusqu'à présent, la mission avait été un échec total. Aucun indice n'était apparu pour commencer à traquer le criminel. Soudain, Mosuk aperçut quelque chose et pointa dans cette direction. Jinya remarqua qu'Ofu était dehors à cette heure, en train de s'occuper de quelques plantes. Alors il expliqua à son partenaire qu'elle était simplement une connaissance du restaurant où il allait souvent. En réalité, Jinya décida d'aller parler à la femme. Ofu commenta à quel point la lune était belle et demanda si Jinya était seule. C'est alors que Jinya se rendit compte que Mosuk n'était plus à ses côtés. À ce moment-là, Mosuk lui chuchota à l'oreille, lui disant qu'il s'était rendu invisible. Il ne voulait pas interrompre le jeune homme qui accompagnait la jeune fille chez elle. Après tout, personne ne voulait qu'elle tombe entre les mains du kidnappeur. Jinya fit semblant que tout allait bien et demanda à Ofu ce qu'elle faisait dans la rue à une heure aussi tardive. Elle répondit qu'elle était sortie pour voir les cerisiers en fleurs. L'homme pensait se tenir devant un saule, mais elle le corrigea doucement. La fleur qu'elle tenait dans la main, expliqua-t-elle, s'appelait le saule-neige. À mesure que les couches de fleurs s'ouvraient, elle tombait doucement, presque comme de la neige sur un saule en hiver. C'est de là que venait son nom. Mais ce n'était pas un vrai saule. Cela appartenait à la famille des cerisiers. Jinya admit qu'il ne voyait pas vraiment la ressemblance. Des cerisiers qui imitent un saule, mais ne sont pas vraiment des saules, bien qu'ils y ressemblent, et peut-être, au final, qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre. D'une manière étrange, le Ronin se sentit désolé pour la fleur. Cependant, Ofu la trouvait belle. Peut-être qu'elle n'était ni l'un ni l'autre, mais même ainsi, elle produisait de magnifiques fleurs, ce qui devait bien signifier quelque chose. Elle ne savait pas ce que le saule-neige pensait de lui-même, mais elle croyait qu'il ne se voyait ni comme vide, ni comme triste. Sinon, pourquoi se donnerait-il la peine de fleurir chaque année? Et c'est pour ça, dit-elle, que la fleur n'avait pas besoin de la pitié de Jinya. Peu importe comment nous essayons de classifier cette plante, quand le printemps arrive, elle continuera toujours à fleurir, année après année, avec de nouvelles et magnifiques fleurs. Jinya éclata de rire et dit « Donc c'est le style ninja de la fleur », ce qui fit rire la jeune fille. Finalement, il proposa de l'accompagner chez elle, en disant que son père devait sûrement commencer à s'inquiéter. Alors qu'ils rentrent chez eux, Afu dit à Jinya qu'il est trop sombre et silencieux, mais que, puisqu'il n'est pas Batman, il devrait arrêter de faire semblant. Elle lui dit de s'amuser un peu plus dans la vie, mais il répond qu'il ne peut pas suivre son conseil, car son but est tout pour lui. Soudain, Afu aperçoit un buisson de fleurs près de la route et commence à en parler à Jinya avec enthousiasme. Elle passe ensuite à une autre plante que Jinya connaît très bien. Sea Tiges peuvent être bouillis pour fabriquer un remède contre les maux d'estomac. Et il raconte que, dans son village, il avait une amie qui mangeait trop de sucreries et qu'il devait régulièrement lui préparer ce médicament. Un doux sourire apparaît sur son visage en se rappelant le temps passé avec Shiryuki. Et Afu évoque immédiatement ce qu'il avait dit auparavant sur le fait qu'il ne pouvait pas s'amuser à cause de son objectif. Elle lui dit qu'il a des choses qu'il aime dans la vie et des souvenirs auxquels il tient, et qu'il devrait arrêter d'éviter les bonnes choses simplement parce qu'il a une mission. Peu après, ils arrivent chez Afu et les lumières sont encore allumées. Jinya lui souhaite une bonne nuit, puis lui dit qu'elle devrait lui parler des fleurs un autre jour aussi, mais plutôt quand il fera encore jour. Une fois qu'Afu rentre chez elle, Mosuke apparaît soudainement derrière lui, disant qu'elle est une bonne fille. Jinya est choqué que ce fouineur les ait suivis malgré le fait qu'il ait dit qu'il leur laisserait de l'intimité. Mosuke se contente de rire, puis part pour accomplir sa mission. Retrouver le tueur en série. La nuit suivante, alors que Jinya attend sur le pont,
Un homme ivre et une belle jeune fille passent près de lui. La fille est tellement séduite par le visage de Jinya qu'elle ne remarque pas le démon devant l'homme ivre, jusqu'à ce que le pauvre homme se fasse trancher. Elle tombe au sol et hurle en voyant le démon ressemblant à un loup, mais Jinya prend immédiatement position pour l'affronter. Le démon bondit sur lui et Jinya dévie facilement son attaque, l'envoyant sur le côté. La fille panique, demandant ce qu'il se passe ici, mais Jinya lui ordonne simplement de rester derrière lui sans faire de bruit si elle veut survivre. Le démon attaque de nouveau, et Jinya bloque ses coups, mais finit par être poussé sur le côté. Profitant de l'occasion, le démon fonce vers la fille et l'attaque, mais heureusement, Mosuke arrive juste à temps pour la sauver. Jinya attaque immédiatement le démon, mais il n'arrive pas à percer sa peau épaisse, et le démon s'enfuit en bondissant dans les airs. Jinya s'excuse auprès de Masuke d'avoir laissé le démon s'enfuir, mais Masuke comprend, car aucun d'eux ne s'attendait à ce qu'il soit aussi coriace. Masuke décide de suivre le démon pour découvrir où il est allé, mais Jinya lui demande de ne pas l'affronter même s'il le retrouve. À ce moment-là, la fille dit d'un ton arrogant à Jinya qu'il devrait se comporter en gentleman et l'aider à se relever. Jinya obtempère froidement car il ne veut pas qu'une inconnue lui cause des ennuis, mais lorsque la fille lui demande s'il ne se souvient pas d'elle, il réalise que son visage lui est familier. Il se rend compte qu'il s'agit de Natsu, qui a beaucoup grandi en 3 ans. Elle est heureuse qu'il se souvienne d'elle, puis elle se plaint du fait qu'il n'a pas changé du tout. Jinya lui répond simplement qu'il est immunisé contre le vieillissement, ce qui rend Natsu jalouse au nom de toutes les femmes du monde. Jinya lui demande ensuite si elle se promenait tard dans la nuit, et elle répond qu'elle livrait simplement un colis urgent à l'un de leurs clients habituels. Jinya remarque qu'elle a beaucoup changé et qu'elle sourit désormais de manière très naturelle, ce qui flatte beaucoup Natsu. Soudain, le serviteur Zen apparaît derrière elle, la faisant sursauter, puis commence à demander à Jinya s'il existe une tension romantique entre lui et Natsu. Jinya lui explique que la jeune fille venait d'être attaquée par un tueur en série, et Zen se met à crier comme une fillette lorsqu'il lui montre le cadavre. Il demande à Natsu d'appeler la police, mais elle lui répond que les policiers ne peuvent rien faire contre les démons et qu'ils doivent donc laisser cela à Jinya. Jinya décide alors de partir, puisqu'il sait que Zen peut escorter Natsu, et il leur dit de contacter le restaurant de nouilles s'ils ont besoin de CS service. Soudain, Zen se souvient de rumeurs concernant un temple voisin dont le prêtre est récemment mort, et où l'on dit qu'un démon vit désormais. Pendant ce temps, Masuke tente de retrouver le démon loup lorsqu'il la voit s'envoler en kidnappant une femme. Voir une femme sans défense dans les griffes du démon ravive la douleur de Masuke liée au destin de sa propre épouse. Et, consumé par la rage, il oublie sa promesse de ne pas attaquer. Il poursuit le démon avec l'intention de le tuer et atteint le même temple dont Zen parlait à Jinya. Il devient alors invisible et entre dans le temple où le démon est en train de dévorer la femme. Mosuke ne se soucie plus de rien d'autre que de sa vengeance et il fonce sur le démon, couteau en main. Cependant, le démon sent son intention meurtrière et l'attaque à son tour, lui déchirant le flanc. Après avoir infligé une blessure mortelle, le démon ignore Mosuke et retourne à son repas. Mais Mosuke commence à se sentir pathétique, car il va mourir sans avoir accompli sa vengeance. Peu après, Jinya arrive au temple et court immédiatement vers Mosuke en le voyant grièvement blessé. Mosuke lui dit que le démon était là il y a quelques minutes et qu'il était en train de dévorer une femme. Il est convaincu que c'était le même démon qui a tué sa femme, mais Jinya commence à avoir des doutes en apprenant que le démon mangeait la femme. Mosuke lui tend son couteau, expliquant qu'il a été fabriqué dans le village de Kodono, d'où vient Jinya, et qu'il est très efficace contre les démons. Il demande à Jinya de tuer le démon avec ce couteau, afin qu'il puisse au moins participer à sa vengeance. Jinya accepte et lui demande ensuite de lui donner sa force, car il en aura besoin. Mosuke accepte avec plaisir et Jinya utilise alors son bras démoniaque pour le consumer entièrement. En absorbant sa force, Jinya voit également ses souvenirs. Comment Mosuke passait son temps à fuir d'autres démons, jusqu'à ce qu'il décide de vivre comme un humain. Il rencontra ensuite une femme bienveillante, tomba amoureux d'elle, et elle l'accepta malgré sa nature démoniaque. À mesure que les souvenirs s'effacent, Mosuke se transforme en poussière et disparaît, et Jinya décide de venger Mosuke et sa femme. Pendant ce temps, le démon apporte une autre femme à son repère et commence à la dévorer.
Il se parle à lui-même, disant qu'au moment où il a pris conscience de son existence, il était déjà un monstre et que la seule chose qu'il savait, c'était qu'il devait rentrer chez lui, sans savoir où se trouvait ce « chez lui ». Ses instincts lui disaient de tuer des humains et de les manger, ce qu'il fit, mais cela ne le satisfaisait pas. Il se demanda ce qu'il pourrait faire pour devenir digne de rentrer chez lui et trouva bientôt la réponse en dévorant une femme pour la première fois. Il comprit que manger des femmes apportait à son corps quelque chose qui lui manquait, alors il continua à le faire. Alors que le démon est occupé à manger, il entend soudain la voix de Jinya lui demandant s'il est stupide de revenir au même repère juste après y avoir été attaqué. Le démon se retourne pour voir l'intrus, mais Jinya est actuellement invisible. Il court vers le démon et lui tranche la main proprement sans être remarqué. Le démon hurle de douleur et tente d'attaquer, devinant sa position uniquement par instinct. Jinya esquive tous ses coups et est convaincu que, cette fois, il va gagner. Il désactive son invisibilité et utilise son bras démoniaque pour augmenter sa force, décapitant le démon d'un seul coup d'épée. La tête du démon tombe au sol et se tord de douleur, mais Jinya n'en a pas encore fini avec lui. Il explique que, selon les rumeurs, le tueur en série tue les hommes sur place et enlève les femmes, ce qui explique pourquoi le nombre de disparus et de corps retrouvés ne correspond pas. Cela a du sens, car le démon tue aussi les hommes sur place avant d'amener les femmes ici pour les dévorer. Cependant, la femme de Masuk a été retrouvée dans une rivière, et si elle avait été enlevée par le démon, elle aurait dû être mangée, elle aussi. Il veut comprendre ce qui s'est passé et demande au démon ce qu'il cherche. Le démon lui répond qu'il a besoin d'un corps pour rentrer chez lui, mais cela n'explique pas vraiment tout. Jinya décide alors d'absorber le pouvoir du démon, ce qui le fait s'élancer à une vitesse incroyable, lui permettant même de marcher dans les airs. Ensuite, il explore les souvenirs du démon pour trouver des réponses et découvre qu'il s'agissait autrefois d'une femme, violée par un groupe d'hommes puis jetée dans une rivière. La femme voulait rentrer chez elle, mais elle ne pouvait pas retrouver son mari dans un tel état. Alors, en se noyant, elle a souhaité obtenir un nouveau corps et est devenue un démon. Lorsque la femme murmure le nom de Masuk dans ses souvenirs, Jinya comprend que le démon que Masuk voulait tuer était en fait sa propre épouse. Il réalise enfin la vérité et éprouve de la compassion pour ce couple malheureux, tandis que le corps du démon disparaît, ne laissant derrière lui qu'une barrette de cheveux. Les meurtres cessent après cela, mais la mission de Jinya n'est pas encore terminée. Il retrouve les hommes qui avaient agressé la femme de Masuk alors qu'ils préparaient une nouvelle attaque et les blesse mortellement. Cependant, il ne les laisse pas souffrir longtemps. Il prend le couteau de Masuk et les tue, disant à son ami qu'il a vengé son honneur. Le démon se retourne pour voir l'intrus, mais Jinya est actuellement invisible. Il court vers le démon et lui tranche la main proprement sans être remarqué. Le démon hurle de douleur et tente d'attaquer, devinant sa position uniquement par instinct. Jinya esquive tous ses coups et est convaincu que, cette fois, il va gagner. Il désactive son invisibilité et utilise son bras démoniaque pour augmenter sa force, décapitant le démon d'un seul coup d'épée. La tête du démon tombe au sol et se tord de douleur, mais Jinya n'en a pas encore fini avec lui. Il explique que, selon les rumeurs, le tueur en série tue les hommes sur place et enlève les femmes, ce qui explique pourquoi le nombre de disparus et de corps retrouvés ne correspond pas. Cela a du sens, car le démon tue aussi les hommes sur place avant d'amener les femmes ici pour les dévorer. Cependant, la femme de Masuk a été retrouvée dans une rivière, et si elle avait été enlevée par le démon, elle aurait dû être mangée, elle aussi. Il veut comprendre ce qui s'est passé et demande au démon ce qu'il cherche. Le démon lui répond qu'il a besoin d'un corps pour rentrer chez lui, mais cela n'explique pas vraiment tout. Jinya décide alors d'absorber le pouvoir du démon, ce qui le fait s'élancer à une vitesse incroyable, lui permettant même de marcher dans les airs. Ensuite, il explore les souvenirs du démon pour trouver des réponses et découvre qu'il s'agissait autrefois d'une femme, violée par un groupe d'hommes puis jetée dans une rivière. La femme voulait rentrer chez elle, mais elle ne pouvait pas retrouver son mari dans un tel état. Alors, en se noyant, elle a souhaité obtenir un nouveau corps et est devenue un démon. Lorsque la femme murmure le nom de Masuk dans ses souvenirs, Jinya comprend que le démon que Masuk voulait tuer était en fait sa propre épouse. Il réalise enfin la vérité et éprouve de la compassion pour ce couple malheureux, tandis que le corps du démon disparaît, ne laissant derrière lui qu'une barrette de cheveux. Les meurtres cessent après cela, mais la mission de Jinya n'est pas encore terminée.
Il retrouve les hommes qui avaient agressé la femme de Mazouk alors qu'ils préparaient une nouvelle attaque et les blesse mortellement. Cependant, il ne les laisse pas souffrir longtemps. Il prend le couteau de Masuk et les tue, disant à son ami qu'il a vengé son honneur.